Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons, après avoir parlé des relations entre Chine, Europe, Russie et États-Unis, nous allons évoquer les relations entre la Chine et la Corée du Nord en revenant sur la visite de début juin entre Xi Jinping et Kim Jong-un. Donc la 7e rencontre entre les dirigeants communistes et leaders politiques chinois et nord-coréens, Xi Jinping et Kim Jong-un, avait eu lieu dans la capitale de Pyongyang le 8 et 9 juin 2026. Cette visite, c'était en fait la deuxième visite d'État de Xi Jinping en Corée du Nord, ainsi que sa première visite internationale en 2026. Ça, c'est déjà un point à noter, car en fait, Xi Jinping se déplace assez peu ou très très rarement en fait à l'étranger. Donc, on peut noter qu'il se déplace ni pour le dirigeant des États-Unis, Donald Trump, ni pour le dirigeant de la Russie, Vladimir Poutine, c'est qui sont venus, ni même évidemment pour les dirigeants européens, les premiers ministres britanniques, italiens, présidents français, etc. sont allés en Chine. Et aussi, Xi Jinping ne se rendra pas au sommet du G7 à Évian des 15, 16 et 17 juin. Il ne s'est pas rendu dans ces sommets, alors qu'il avait été invité, malgré l'invitation du président Emmanuel Macron. Et le Japon, par contre, en la personne de Sanae Takaichi, y était très présente. Donc, Xi Jinping ne se déplace pas dans ces pays. Alors, évidemment, on comprend qu'il y a une histoire de distance et que la distance augmente évidemment la charge logistique et sécuritaire du déplacement. Mais il faut noter que le déplacement de Xi Jinping en 2026, qui limite donc de plus en plus ses déplacements, c'est pour la Corée du Nord. Et ça montre évidemment que il y a un événement ici qui est important, sur lequel on va revenir. Ça montre aussi l'importance du pays pour la Chine, l'importance de la Corée du Nord, et aussi le fait que Xi Jinping aime à se déplacer ou à rencontrer aussi quand des dirigeants dont les régimes sont proches à la fois géopolitiquement et géographiquement. Donc, c'est quoi en fait la raison, l'occasion de cette visite? Donc, c'est en fait si le président Xi Jinping s'est rendu dans l'autre pays du matin calme, comme on dit, donc la Corée du Nord, c'est à l'occasion du 65e anniversaire du traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Chine et la Corée du Nord. Donc, c'est cet événement qu'il s'agissait en fait de commémorer, si l'on veut, à travers, évidemment, cette visite de Xi Jinping, qui, en soi, est toujours, évidemment, étant donné que c'est la deuxième puissance mondiale, un événement. Donc, on va essayer de comprendre cette visite en la replaçant dans sa profondeur historique, car les liens entre les deux pays, entre la Chine et la Corée du Nord, et la Corée en général, la Corée du Nord en particulier, sont anciens, profonds, et plongent dans l'histoire donc à la fois la plus ancienne et la plus contemporaine. Donc on va remonter un peu cette histoire de Chine-Corée. Alors la première tentative de conquête impérialiste de la Corée du Sud, de la Corée par la Chine, a lieu sous les Han. Donc les Han étaient une dynastie extrêmement conquérante qui a pris beaucoup de territoires à ses voisins à travers tout un ensemble de campagnes militaires. Donc c'est une dynastie à la même époque d'ailleurs que l'époque romaine. Donc c'est ces grandes dynasties impériales qui étendent leur domaine impérial par la force, par la violence, par la colonisation, par donc tout ce qui faisait et fait encore l'essence d'un État. Donc en 109 avant notre ère, un événement va précipiter en fait le conflit sous les Han. Donc le roi Ugueo avait refusé le droit de passage des forces Han sur son territoire
et il avait chargé son fils de raccompagner l'ambassadeur Shere, dans la dynastie Han, dans son royaume. Or, Shere, à l'approche de la frontière entre donc les deux dynasties, donc celle qui était donc celle des Han et celle qui se situait donc au nord de la Corée, à ce moment-là, à l'approche de la frontière, donc contre toute diplomatie, la plus élémentaire, l'émissaire de l'ambassadeur, si l'on veut, Shere des Han, assassine le prince Weijang, qui était donc envoyé par le roi Ugeo pour le ramener à la frontière. Et le roi Ugeo, évidemment indigné, répond par un raid sur le Liaodong. Et en représailles, l'Empire Han mobilise 50 000 soldats, lance une attaque contre Gojoseon, qui se solda d'abord par une défaite. Ensuite, une deuxième attaque intervient par les Han en 108, avant Jésus-Christ toujours, et cela s'aboutit à l'établissement de ce qu'on appelait donc une forme de colonie, les 4 commanderies de Han. Et donc c'est le territoire colonial de la dynastie Han dans la province coréenne. L'une d'elles, la commanderie de Lelang, construite et administrée donc par les colons chinois, demeura pendant longtemps, enfin pendant 4 siècles, au centre des échanges avec l'empire chinois. Et en fait, il fallut attendre Gwangkat-geto le Grand, donc 374-412, pour que l'ancien domaine de Gojoseon soit repris. Et à ce moment-là, il y a une distance entre les deux, on peut dire les deux entités politiques. Avec la dynastie Sui, poursuivant donc les visées impérialistes des Han, donc d'extension de l'Empire chinois dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest. Donc, lance 4 campagnes pour soumettre Goguryeo, et elles furent toutes infructueuses, et c'est même ces campagnes infructueuses qui en fait qui ont eu un impact sur ensuite la survie de cette dynastie chinoise. Ensuite, en 1392, enfin, les Joseon et les Ming, donc les 2 dynasties à ce moment-là de la province coréenne et de l'Empire chinois, règlent leurs frontières par la négociation. Donc ça, c'est sous les Ming. Mais ensuite, les Qing, donc un empire donc dirigé par des Mandchous, va être un empire extrêmement colonisateur à nouveau, puisque évidemment on le sait, c'est sous les Qing que la Chine a conquis à la fois Taïwan, le Tibet et le Xinjiang, et une partie aussi liée à la Mongolie. Donc ça, c'est dans ce contexte qu'il faut replacer donc cet événement. En 1636, la dynastie Qing envahit Joseon, et forçant donc les Injo à se soumettre, donc les dirigeants à l'époque. Les 2 pays, ensuite, parfois, il arrive aussi que les 2 pays s'unissent face à un ennemi commun. Donc ça, c'est un point important de l'histoire. Les Ming, par exemple, aidèrent les Joseon lors de l'invasion de la Corée par le Japon de Toyotomi Hideyoshi en 1592. Et en 1658, ce fut au tour de Yojong d'envoyer des troupes pour aider les Qing contre la Russie. Et là, il y a un point intéressant à noter, c'est que c'est en fait grâce au Japon que la Corée obtient pour la première fois son indépendance politique totale par rapport à la Chine. Et c'est évidemment quelque chose qui n'est pas du tout commenté par Pékin ou Pyongyang ou même à Séoul, puisque dans le cadre des dispositions du traité de Shimonoseki de 1895, par lequel d'ailleurs le Japon a pris Taïwan, la Chine dut mettre fin à ses relations tributaires entre donc l'Empire chinois et la province coréenne. Donc fin de la relation tributaire, et elle abandonne aussi Taïwan au Japon, et reconnaît donc à ce moment-là l'indépendance de la Corée. Alors évidemment, cette indépendance politique du pays est en fait de courte durée, puisque c'est le même empire japonais
qui soumet le pays de 1910 à 1945. En 1945, ce leader de la Chine d'alors, à savoir le dirigeant du KMT, donc Chiang Kai-shek, qui se prononça en faveur de l'indépendance de la Corée, aussi, on peut le noter, alors que Franklin Roosevelt souhaitait en fait une mise totale du pays sous tutelle internationale. C'est quelque chose qui Franklin Roosevelt a imposé et voulu aussi, on le sait, imposer plus ou moins à la France. Voilà. Donc, c'est à ce moment, on arrive donc au début de l'histoire contemporaine. L'occupation du nord de la Corée par les troupes de l'armée rouge, fin août 1945, compromet à nouveau les espoirs d'unité et d'autonomie. Va conduire en fait à la division du pays. Les relations diplomatiques entre la Chine et la Corée du Nord furent établies le 6 octobre 1949, 5 jours après la déclaration de la République populaire de Chine. En 1950, la Chine envoyant l'armée des volontaires du peuple au secours du pays après la défaite initiale des forces nord-coréennes par les Nations Unies et les États-Unis. Le 19 octobre 1950, le jour même où Pyongyang tomba aux mains des Américains, les forces chinoises pénètrent en Corée du Nord et sauvent le régime au prix donc de la scission du pays en deux blocs. Et on arrive donc à l'histoire contemporaine. Donc c'est à partir de là que va se développer l'histoire contemporaine des relations entre la Corée du Nord et la Chine, à travers aussi toujours une présence russe. Et on va revenir sur ça dans le prochain podcast de la semaine prochaine. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.